présentation sur les technologies. Les algorithmes et l'intelligence artificielle, ça devient un sujet de débat médiatique partout dans le monde. Il y a des articles sur la question de la transparence des algorithmes, la question de toutes ces technologies d'intelligence artificielle qui se développent dans tous les secteurs, dont la e-santé, qui posent un certain nombre de questions sociétales et un certain nombre de questions, je dirais, vis-à-vis des utilisateurs et en particulier des patients dans le domaine de la santé. Il y a eu aussi un certain nombre de rapports et de missions gouvernementales de manière récente qui soulèvent cette question d'éthique des technologies, en particulier 2 rapports, l'un en mai 2016 et l'autre en janvier 2016, qui étaient issus du bureau d'Obama, autour de la question des droits, des conséquences sociétales de l'utilisation de systèmes algorithmiques très développés et puis d'intelligence artificielle. En France, il y a eu la loi pour une république numérique le 8 octobre dernier et le décret est passé et il y a eu derrière cette loi un rapport qui a été fait par Bercy sur la régulation des algorithmes et ce rapport a donné lieu à une initiative dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Transalgo autour de la question de la transparence des algorithmes. Et à la CERNA, donc, dont je suis membre, nous avons récemment, c'est sorti il y a une dizaine de jours, sorti un rapport sur l'éthique des technologies, en particulier d'apprentissage. Donc, ce sont ces éléments que je voulais partager avec vous ce matin. Alors, l'éthique, on pourra parler pendant des jours et des jours. Je résume juste ici, en termes d'introduction, le sujet. On peut parler de macroéthique d'un côté. Donc, la macroéthique, c'est un principe de justice. Et ensuite, on a un niveau, je dirais, plus micro, avec 3 principes fondamentaux. Le principe d'autonomie, qui est le respect de la vie, le principe de bienfaisance, qui concerne donc l'utilité et la responsabilité, et puis évidemment le principe de non-malfaisance avec des questions de proportionnalité, de précaution et d'incertitude. Donc, dans un monde où tout devient algorithme, où tout devient analyse de data, eh bien, plusieurs questions éthiques se posent aujourd'hui. Et je vais essayer de traiter le sujet au travers de 5 éléments majeurs. Le premier, ça concerne les données et les risques de discrimination derrière. Le deuxième, c'est l'opacité des décisions par rapport à aujourd'hui un courant très fort autour des questions d'explicabilité des algorithmes ou d'évaluation des algorithmes. La question, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, de la décision prise à partir des algorithmes, et je parlerai d'algorithmes qui ne sont pas neutres, qui ont des jugements de valeur. La question du consentement est remise en cause avec ces nouvelles méthodes, en particulier les méthodes d'apprentissage, et puis bien évidemment les questions de responsabilité. On est au début, je dirais, de toutes les réflexions sur ces sujets. Là, je parle vraiment de algorithmie et intelligence artificielle en particulier, évidemment dans le domaine de la santé. Alors la question des données, on sait qu'on est dans une médecine data-driven aujourd'hui, avec évidemment des affirmations, comme celle qui est présentée là, grâce au séquençage à haut débit, aux algorithmes actuels, je suis convaincue dans 5 à 10 ans, le cancer sera une maladie maîtrisée. Donc cette idée de dire les data et les algorithmes vont effectivement nous donner la solution aux problèmes actuels. Mais simplement, ce que je veux, effectivement, il y a des innovations et ça fait avancer la science, mais l'objectif ici est de souligner simplement les problèmes que l'on peut avoir dans une médecine data-driven. Donc la question des données, on sait bien que dans un algorithme, par exemple, d'apprentissage, eh bien, il y a des données au départ sur lesquelles on va apprendre, il y a un traitement et il y a une finalité. Sur la question des données de départ, il peut y avoir des problèmes de qualité de données et lorsqu'on utilise un service qui intègre un algorithme qui est parfois caché, eh bien on ne sait pas si ces données sont de qualité ou de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Ensuite, évidemment, les données doivent refléter le miroir de la diversité. Elles peuvent aussi comporter un biais de discrimination si on utilise dans ces données bien, des critères qui discriminent. On peut ne pas s'en apercevoir sur le résultat final, mais en fait, il y a un biais de discrimination lié aux données, à la base de données qui rentre dans l'apprentissage. Elles peuvent être incomplètes, elles peuvent être vulnérables. Là, je ne cite pas les exemples nombreux de sécurité, enfin de vol de données. Et on a parlé ce matin d'objets connectés. On sait bien que la question de la sécurité des objets connectés est un vrai sujet. Deuxième élément auquel nous devons être très vigilants, c'est la question de l'opacité
l'opacité des décisions avec aujourd'hui cette montée de demande d'explicabilité de ces traitements algorithmiques. Alors, l'apprentissage machine, c'est très intéressant de regarder un peu l'historique parce qu'il y a une première vague avec des systèmes experts où on s'est intéressé aux questions de perception et aux questions de raisonnement. La deuxième vague, on s'y est surtout intéressé à la perception et à l'apprentissage, mais sans vraiment comprendre. Et la troisième vague aujourd'hui, eh bien, c'est cette idée que je vais faire de l'apprentissage, mais pour aussi essayer de produire des explications. En tout cas, c'est ce qui est recherché. Alors, on en arrive avec des techniques qui nous ont été montrées tout à l'heure en termes d'application, mais qui sont basées, par exemple, pour certaines, sur des réseaux de neurones, et donc des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus black box, surtout que dans un algorithme, on peut avoir plusieurs couches de réseaux de neurones. Et donc, comment on va comprendre, avec cette complexité, eh bien, la manière dont le traitement est fait, et est-ce qu'on peut rendre ces systèmes plus explicables, plus transparents? C'est aujourd'hui un enjeu. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à cette question de l'opacité des décisions. En général, lorsqu'on prédit un phénomène à partir d'observations passées, eh bien, ça présuppose un mécanisme causal. C'est pas toujours facile, surtout donc dans ces systèmes complexes, et en fait, on a surtout des corrélations, et donc aujourd'hui, on a des difficultés à trouver, je dirais, dans ces modèles, vraiment une explicabilité du phénomène et un modèle explicatif. Alors, quelques exemples quand même dans le domaine de la santé, on n'est pas loin de la réalité avec toutes ces technologies, ça a été là aussi présenté ce matin, mais quelques exemples supplémentaires. Voilà, on sait bien que la NHS en Angleterre donc, a lancé un chatbot. Alors, toujours ces technologies sont utilisées dans un but, je dirais, positif. Là, l'idée, c'est de mieux répondre aux patients, c'est effectivement d'être plus efficace dans les appels, sauf que ça va traiter déjà une partie des réponses, c'est-à-dire que le patient va répondre à un certain nombre de questions et automatiquement, il va être orienté ou il va déjà avoir une réponse en partie médicale. Et donc la question, c'est que lorsque j'appelle, si je suis en Angleterre, ce chatbot, est-ce que je sais sur quelles données se base sa décision, sa réponse, ou la réponse qu'il va me faire. Et pour l'instant, c'est une black box. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et donc, ça pose des problèmes d'opacité. Je passe assez vite sur le cas Watson, qui est assez classique, mais on sait bien que Watson est un outil formidable. Mais en même temps, effectivement, la question de l'opacité de ces recommandations, la question de la faible transparence ou la faible compréhension des algorithmes derrière pose problème si Watson est de plus en plus utilisé. Un autre élément intéressant, ça concerne tout ce qui touche autour des algorithmes prédictifs en santé, et je vais prendre un exemple sur le cancer du sein. Et là, on aborde un autre sujet. Aujourd'hui, effectivement, il y a tout un tas de recherches qui montrent qu'effectivement, on a une probabilité entre 40 et 85% si on a deux gènes BRCA1 ou BRCA2, ou les deux, on a une probabilité plus forte que la moyenne nationale d'avoir un cancer du sein. Et puis après, il y a d'autres études à droite qui montrent que, effectivement, si on a un comportement alimentaire spécifique, si on fait du sport, effectivement, on a là aussi une probabilité de diminuer on a une probabilité plus faible d'avoir un cancer du sein. Donc, la question qui se pose aujourd'hui par rapport à ces algorithmes qu'il faut évidemment progresser la science médicale, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Ce qu'on annonce aux patients, c'est à gauche une probabilité. Vous avez un risque, si vous avez effectivement l'un ou l'autre ou les deux de ces gènes, entre 40 et 85% d'avoir un cancer du sein. Donc, effectivement, le patient devient une probabilité, mais on lui dit aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si vous avez plus ou moins bien mangé, si vous avez été plus ou moins actif, c'est pas 40 à 85%, déjà la tranche est très élevée, mais il y a une variation dans ce pourcentage. Et donc, la question qui se pose par rapport à ces traitements algorithmiques et ces modèles prédictifs, c'est qu'est-ce qu'on dit au patient et comment le patient va réagir face à cette information et quelle décision il doit prendre. Donc, toute la question de l'information aux patients, aujourd'hui, est un enjeu dans ces traitements algorithmiques.
Autre élément, c'est la question de la prise de décision et les jugements de valeur. Là, je vais prendre la question de l'imagerie médicale. On sait bien, ça a été montré dans plein de recherches, hein, que les algorithmes ne sont pas neutres. Alors, si vous lisez beaucoup d'articles, hein, de recherches ou même médias, aujourd'hui, portent sur la neutralité de Google, la neutralité de Facebook, hein, l'enfermement avec Facebook, etc. Tout ça a été très traité avec les élections américaines. Dans le domaine de la santé, c'est intéressant de regarder que, effectivement, les algorithmes ne sont pas neutres non plus. Prenons par exemple l'exemple de l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est donc un algorithme qui va traiter l'image et qui va détecter, enfin qui va à un moment donné décider le fait que, eh bien, cette partie est pathologique ou non pathologique. Et on sait bien que dans les algorithmes, il y a des faux positifs et il y a des faux négatifs. Et donc, il faut prendre une décision sur le nombre de faux positifs ou le nombre de faux négatifs que l'on s'autorise. Et donc, il y a un trade-off. Sauf que, selon notre background, on ne va pas prendre la même décision. Si on est médecin, eh bien, on préfère avoir des faux positifs que des faux négatifs. Mais si on est constructeur d'un système, je dirais, informatique, d'un système d'imagerie médicale, eh bien, c'est l'inverse. On veut faire avancer la science et donc, on va avoir une position inverse. Donc, ce trade-off entre le pourcentage de faux positifs et le pourcentage de faux négatifs, eh bien, est un jugement de valeur. On peut se retrouver aujourd'hui avec, effectivement, des femmes qui font des mammographies, à qui on dit qu'elles ont un cancer du sein, et qui, effectivement, sont opérées, et on s'aperçoit que c'est faux. Donc, il y a quand même une conséquence, évidemment, sur les utilisateurs, même si elle reste limitée. Donc, cette question des jugements de valeur est quand même importante. Alors, je vous invite à lire ce rapport de la CERNA qu'on vient juste de sortir, donc Comité d'éthique de recherche sur le numérique. Quelques éléments sur la décision. Donc, la CERNA, c'est un organisme pluridisciplinaire, hein. Il y a des chercheurs en sciences dures, informatique, il y a des philosophes, il y a des juristes, il y a des gestionnaires, et on réfléchit à cette question de l'intelligence artificielle et des algorithmes, et comment on peut faire évoluer ces sujets. La France est avancée par rapport, on est dans un certain nombre de conférences aussi dans le monde sur ces sujets, la France est bien avancée dans ses réflexions relativement à d'autres pays, y compris les États-Unis. L'une des recommandations, c'est effectivement de remettre de l'humain dans les décisions assistées par les machines apprenantes. La deuxième, c'est d'essayer de faire en sorte que le concepteur de la machine, eh bien, essaie d'expliquer, hein, qu'on mette dans ces systèmes, eh bien, des systèmes d'explication des décisions, de manière à rendre, évidemment, ces mécanismes, ou en tout cas ces technologies, plus transparentes. Autre élément à souligner sur ces questions d'éthique, c'est le consentement. Pourquoi il évolue ? À quoi on a affaire aujourd'hui ? On a affaire avec des technologies d'IA, des robots bavards, empathiques. Alors, ils sont empathiques, on les aime bien, ces robots. Hein. Dans certains pays, ils sont vendus dans des supermarchés. En France, ce n'est pas encore le cas. Mais aujourd'hui, on voit apparaître, hein, des Alexa, des Amazon qu'on met chez soi. Et donc, on sait bien que ces machines, elles mémorisent des données personnelles, hein, et que l'objet peut être perçu comme une personne à travers une illusion empathique. On a aussi évidemment tout un tas de recommandations personnalisées, ça a été un peu vécu ce matin avec les objets connectés. On laisse des traces sur Internet, on laisse des traces via des objets connectés, et on a des algorithmes de recommandations, en particulier dans le domaine de la santé ou du bien-être, sur ce qu'on doit manger, sur la manière dont on doit se déplacer, ou éventuellement si on doit aller à l'hôpital ou pas. Et puis on a des robots assistants, donc là c'est ce qu'on appelle les robots sociaux, hein, c'est plutôt dans le cadre de l'assistance à des personnes, en particulier des personnes âgées, où là effectivement on est en contact avec, ces technologies sont en contact avec des populations fragiles. Alors ces technologies, elles sont développées, mais aujourd'hui, la régulation sur le consentement, c'est une régulation, je dirais, essentiellement basée sur la question des données. Hein. Donc l'idée qu'on a travaillée dans le rapport de la CERNA, c'est la question de est-ce que ce consentement doit évoluer, y compris dans la régulation, en raison du fait que
pour développer ces robots, pour développer ces systèmes, on a de l'apprentissage. Et donc cette question de l'apprentissage n'est pas du tout traitée dans leur consentement aujourd'hui. Et donc la question c'est, on doit, lorsqu'on développe ces technologies ou lorsqu'on met aussi ces technologies sur le marché, eh bien proposer aux utilisateurs un consentement par rapport à la capacité d'apprentissage. Est-ce que j'accepte que le système apprenne par les interactions que je vais avoir avec lui tous les jours, et c'est ce qui va faire que le système va se constituer. Et donc on sait bien que cet apprentissage, c'est un apprentissage en continu. Donc il faut qu'à un moment donné, je puisse à tout moment refuser que le système continue à apprendre, ce qui remettrait en cause ces technologies. Alors la question de la responsabilité, c'est un champ très ouvert au niveau juridique. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur la régulation de ces technologies, sur la régulation des algorithmes en particulier. Ce qu'on a mis en avant dans ce rapport, c'est l'idée de mettre en place dans ces technologies des mécanismes de contrôle qui permettent effectivement donc c'est des contrôles qui peuvent être automatiques ou supervisés, qui permettent effectivement d'attribuer des responsabilités. De la même manière, dans le développement des systèmes, on doit déclarer des intentions d'usage. On a même mis en avant dans ce rapport une nouvelle responsabilité qui est la responsabilité de celui qui entraîne la machine. Qui n'est pas du tout dans la loi aujourd'hui. On sait bien, on parlait de voitures connectées à la pause, de voitures autonomes, on sait bien toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur la voiture autonome, ces questions se posent en termes de responsabilité sur aujourd'hui les robots auprès des personnes de la même manière. Donc des nouvelles responsabilités et cette réflexion qu'on doit absolument avoir sur ces technologies aujourd'hui, de finalement quand je développe ces technologies, jusqu'à quel point je suis responsable, qui est responsable. Alors, je termine avec des effets plus globaux. On sait bien que ces algorithmes, ils ont des effets transformatifs, ils ont des effets normatifs. Je pense aux algorithmes sur les objets connectés. Ce sont ce qu'on appelle des technologies du bon comportement, c'est-à-dire on dit aux gens, vous mangez mal, vous ne faites pas d'activité physique suffisante, et donc on vous recommande de faire ces activités physiques. Et tout un tas de recherches ont montré que lorsqu'on fait reposer le problème sur les individus, eh bien, on les détourne de solutions systémiques et que ça pose des problèmes sociétaux. Et puis enfin, il y a des effets non prévisibles des algorithmes. Ils peuvent être biaisés, ils peuvent évidemment ils peuvent avoir des bugs ou ils peuvent avoir des effets inattendus. Il y a juste un exemple très récent, ça date du 20 juin, de bots qui ont été développés chez Facebook, de bots qui négociaient entre eux, et puis les développeurs ont laissé ces bots continuer à parler entre eux, et ils se sont aperçus que ces machines avaient développé un propre langage que les informaticiens ne comprenaient plus. Alors, il y a des débats autour de ces questions, mais en tout cas, voilà, ça pose quand même des questions d'éthique. Alors, je termine juste par vous sensibiliser à la question de comment rendre ces technologies plus transparentes et explicables. Donc, je vous renvoie au rapport de la CERNA. Je passe là-dessus, mais il y a la loi pour une république numérique, donc du 8 octobre dernier, à laquelle j'avais un tout petit peu contribué parce que j'étais au Conseil national du numérique, et donc on avait nourri cette loi. La question de la loyauté des traitements algorithmiques est dans cette loi. Et l'initiative Transalgo par laquelle je termine, donc qui est issue de ce rapport régulation des algorithmes qui a été fait par Bercy. Et Transalgo, c'est donc issu de ce rapport, c'est une plateforme scientifique au départ, mais qui est destinée aussi aux entreprises, qui est destinée aussi au grand public. Et donc le site va sortir, je suis au conseil scientifique et on est en train de finaliser la plateforme. Et Transalgo, l'objectif, c'est piloté par l'INRIA. Et l'idée, c'est que des chercheurs contribuent à développer des technologies, et puis des chercheurs aussi à un SHS travaillent sur ces questions d'éthique, de responsabilité, etc., pour avoir dans ce monde d'algorithmes et d'intelligence artificielle très poussé, avoir aussi des outils qui nous permettent d'avoir plus de transparence, d'explicabilité, de accountability, comme disent les anglo-saxons, sur ces technologies. C'est une première en Europe et c'est un sujet qui intéresse aussi au niveau international d'autres pays. On est, je dirais, un peu innovant sur ces sujets. Et donc, tous ceux qui ont envie de travailler sur le sujet sont les bienvenus. Voilà, merci.